Bon, faut absolument que je parle au moins une fois de la Russie avant que GouVHD me pique le concept dans une de ses vidéos. Et si nous parlions de la guerre d'hiver? Allez, ça tombe bien parce que j'ai une image plutôt creepy pour pouvoir l'aborder. Cette vidéo sera donc pour moi l'occasion de revenir sur un des conflits les plus passionnants du XXe siècle, mais aussi un des plus méconnus, Talfi-Sota, ou bien la guerre d'hiver en bon français. Allez, on va pas tarder plus que ça, rentrons vite dans le vif du sujet. Cette photo que vous voyez juste ici représente un homme suspendu, Comme Donald Trump. servant de panneau à une route finlandaise. Cet homme est un soldat de l'armée rouge. Impossible de savoir qui c'est par contre, chercher dans les archives russes, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Mais comment ce mec a pu finir dans un tel état, emprisonné dans la glace? Bah c'est pour se faire sucer. Mais quelle question. Quoi? T'as pas compris? Mais sucer la glace. Bon, bref. Préparez-vous donc à remonter dans le temps les enfants parce que nous allons parler du début de l'histoire de la Finlande. L'histoire de la Finlande est très récente par rapport à d'autres nations du monde. Longtemps partagée entre l'Empire russe et suédois, c'est seulement au milieu du 19e siècle que le sentiment d'appartenance à une nation finlandaise germa parmi le peuple finlandais. Et ce grâce à un bouquin, le Kalevala. Publié en 1835 par Elias Lönnrot, ce livre est une compilation de poèmes et de récits racontés par des bardes finlandais. Et je décode même pas, ça existait vraiment à l'époque. Et si je précise publié, c'est parce qu'encore aujourd'hui il est difficile de savoir si les poèmes sont retransmis tels quels, ou si Elias a romancé certains passages. Je vous recommande de mater cette conférence concernant le Kalevala, qui vous expliquera sans doute mieux que moi le sujet. Ouais, parce que nous, ce qu'on veut, c'est du sang. C'est la guerre. On veut pas des poésies écrites par des mecs random. Patience, patience. Les baffes arrivent. Après avoir obtenu une certaine autonomie à la fin du 19e siècle, c'est bel et bien au début du 20e, à la fin de la Première Guerre mondiale, que les Finlandais se disent Allez. Et si on se barrait de l'Empire russe? De toute façon, les Allemands peuvent nous aider, donc pourquoi pas? car oui, nous sommes en octobre 1917, un an avant la fin de la Der des Der. L'Empire russe est mis hors jeu dans le conflit. Pire que ça, il cesse d'exister et est remplacé d'abord par le gouvernement provisoire, puis la République socialiste soviétique. Et la triple alliance, à savoir l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie, en profitent. Ils font tout d'abord signer au rouge un traité, celui de Brest-Litovsk, Alors, rien à voir avec la Bretagne, c'est en Biélorussie. qui permet à l'Allemagne de manger une bonne partie de l'Europe de l'Est. Et la Finlande dans tout ça, qu'est-ce qu'elle devient? Eh bien, dans un premier temps, elle demandera que son indépendance soit reconnue dans le monde entier. Et coup de bol, non seulement la France et l'Allemagne l'acceptent, mais surtout les Russes. Faut dire qu'ils avaient d'autres soucis à gérer de plus importants, comme une guerre civile. Ils n'avaient donc aucun intérêt à se faire des ennemis. Et donc la Finlande se déclare indépendante, et tout est bien qui finit bien. Mais non, je déconne. Parce qu'en Finlande, il n'y a pas que des anti-russes et des pro-indépendance, il y a aussi des socialistes qui veulent instaurer une république. Eux, en général, on les retrouve chez des gens proches du peuple, comme Kullervo Manner, journaliste de surcroît. Mais on retrouve aussi des partisans d'un état fort, et certains veulent même l'instauration d'un royaume finlandais, avec comme souverain Frédéric Karl, un prince allemand. Ce sont les blancs qu'on retrouve majoritairement au gouvernement. Vous vous en doutez, les socialistes, ou plutôt les rouges, ne souhaitent même pas entendre parler du souverain allemand. Non mais attends. On vient de se débarrasser d'un prince russe, et tu veux qu'on y retourne? Et avec des Allemands? Révolution! Ainsi débuta la guerre civile finlandaise, parallèlement à la guerre civile russe. 4 mois durant lesquels le pays sera déchiré entre blancs et rouges, marqué par des affrontements violents des deux côtés. C'est durant cette guerre qu'un général blanc se démarquera parmi l'état-major finlandais. C'est Carl Gustaf Emil Mannerheim, un géant d'1m87. Oh si, pour un Finlandais c'est immense. Ah là, ça fait des années que je souhaitais vous parler de ce bonhomme, mais l'émission n'étant pas consacrée à lui, je vais devoir écourter. Alors, au niveau de ses origines, le mec n'est pas un Finlandais pure souche. Sa famille est d'origine germanique, ces derniers ayant émigré en Suède dans un territoire que les Russes récupéreront plus tard. Oui, bien vu, c'est la Finlande. Le mec était polyglotte, et même si je n'ai jamais trouvé d'enregistrement pour le prouver, apparemment il savait parfaitement parler le français. Il sera cavalier dans le prestigieux empire russe, et comme nous l'avons vu, il combattra aux côtés des Blancs dans la guerre civile de son pays. Farouchement opposé aux monarchistes, Mannerheim est propulsé au statut de régent de Finlande, puis maréchal. Grâce à ses tactiques, il parvient à vaincre les Rouges, et permet aux Blancs de gagner la guerre civile. Mais quid d'une dictature? Ce sera une république ou rien d'autre. Mannerheim fera tout pour que son pays soit reconnu à travers l'Europe, et surtout rester neutre dans tous les conflits à venir. On va sauter dans le temps, nous sommes au début des années 30. Après une tentative de putsch par les fascistes en 1932, Mannerheim, alors âgé de 70 ans, est rappelé sous les drapeaux dans son pays pour régler un gros problème. Les défenses du pays sont quasi nulles. Le pays a à peine une armée et elle est très mal équipée, quasi pas de chars ni d'avions, et aucune ligne de défense. Alors Mannerheim va s'atteler à la tâche de réarmer son pays. En Carélie, il crée une ligne de défense que les habitants baptiseront la ligne Mannerheim. Mais un autre très gros problème va arriver à la Finlande. La République socialiste soviétique de Russie est devenue l'Union des républiques socialistes soviétiques des Russies.
Et il souhaite impérativement créer une ligne de défense à Leningrad, qui est juste à côté de la Finlande. Staline disait que vu qu'il y avait autant d'habitants en Finlande qu'à Leningrad, il serait facile de tous les déporter. Ah, ça vous fait rire, mais il a fait exactement la même chose aux Tchétchènes. Allez, mettez la vidéo de GouVHD qui en parle justement. Lors des négociations, Mannerheim est clair, net et précis. Il faut accepter tout ce que veulent les soviétiques. Tout! Car le pays n'est pas suffisamment armé pour se protéger en cas d'assaut. Mais les dirigeants finlandais n'en font qu'à leur tête. Et les Russes commencent à perdre patience. Le 30 novembre 1939, les Soviétiques font croire à un bombardement finlandais. Mannerheim ayant justement retiré son artillerie pour éviter un tel incident, on peut largement qualifier cet acte de coup de pute et ou casus belli. Ainsi débuta la guerre d'hiver, un conflit ayant à peine duré 100 jours, 105 pour être précis, qui opposa une armée 3 fois plus nombreuse que celle du débarquement de Normandie, avec une logistique démentielle, même pour l'époque, côté soviétique. Et de l'autre côté, un peu plus d'une centaine d'avions, une trentaine de chars pour 250 000 hommes, côté finlandais. Ouais, on peut presque parler de David contre Goliath à ce niveau. Après l'invasion de la Pologne, en septembre 1939, on peut se douter que la Finlande se ferait dévorer par l'ogre russe. Et c'est le cas dans les premières offensives de la guerre, où les Russes fracassent la défense finlandaise. Sauf à Okarélich, où la ligne Mannerheim résiste malgré tout. Ce qui est déjà un gros problème tactique, car non seulement les Rouges ont concentré leurs forces là-bas, mais en plus elle est la clé pour entrer dans la capitale et mettre un terme au conflit. Sauf que, au fur et à mesure de leur progression dans les immenses forêts finlandaises, les Rouges se retrouvent confrontés au froid intense qui finit par enrayer et congeler leur matériel, dont les tanks de l'armée rouge. Ça plus les chevaux qui crevaient de froid. Mais ce qui a véritablement terrorisé l'armée rouge au point de stopper les opérations sur le territoire en janvier 1940, ce sont les soldats finlandais en ski. Et ouais. Car non seulement les skis c'est un moyen très pratique pour se déplacer, mais en plus presque tous les Finlandais savaient skier, donc pas besoin de former des troupes d'élite. Autre truc important, les Finlandais portaient des uniformes blancs et les Rouges des uniformes vertes. Autant vous le dire tout de suite, un bataillon de soldats en ski est littéralement invisible en pleine nuit ou enfoncé dans la neige, et le rouge est sa cible préférée. La tactique qu'utilisent les Finlandais s'appelle le moti. Ça consiste en faire croire à son adversaire qu'on est beaucoup plus nombreux que lui, en se déplaçant et en harcelant ces derniers. Parmi les célèbres soldats en ski, on peut citer Simo Awa et son bataillon que les Rouges baptiseront Belaya Smirt, la mort blanche. Le mec est quand même crédité de 500 morts au fusil dans la neige et 200 au mitrailleur KP-31. C'est le soldat le plus meurtrier du XXe siècle. L'un des kiffs préférés des Finlandais, c'était d'infiltrer un camp russe, de tuer silencieusement l'intégralité des hommes en leur tranchant la gorge, redresser leurs cadavres car le froid les gelait sur place, et littéralement faire des statues humaines. Étrange nature morte. Une patrouille soviétique sur le bas-côté d'une route. Les hommes, debout, gelés dans la neige. Un officier à leur côté, pistolet à la main. Tous ont eu la gorge tranchée. Le pistolet de l'officier était chargé, mais il n'avait pas tiré un seul coup de feu. Et c'est donc comme cela que l'homme surgelé a fini ses jours. L'homme a littéralement servi de panneau stop à l'armée finlandaise. Bienvenue en enfer, mec! Parmi les batailles les plus importantes de la guerre d'hiver, on peut citer Tolvajärvi, où les Finlandais ont littéralement volé l'équipement rouge, dont une vingtaine de tanks. Mais surtout l'immense victoire de Suomussalmi, où 3 divisions soviétiques de 50 000 hommes furent mises en déroute face à seulement 11 000 Finlandais. Et bien évidemment, n'oublions pas la bataille de la route de Raatö, où une division soviétique fut littéralement massacrée par la tactique du moti. Et là, Staline débarque et il dit « Stop ! On arrête les conneries, et cette fois-ci on prend un KRI, comme ça après on peut foncer vers la capitale finlandaise. » Et après des séries de massacres sur la ligne Mannerheim, les Russes parviennent finalement à briser cette dernière en la contournant. Et là, coup de théâtre, les Soviétiques proposent une paix blanche, sans mauvais jeu de mots, à la Finlande, en échange de 20% de son territoire. Le pays conserve donc son indépendance. D'abord réticents, les Finlandais finissent par accepter le 13 mars. Le traité de Moscou est donc signé. Une véritable humiliation pour les Soviétiques. Leur gigantesque armée d'1 200 000 hommes n'a pas su venir à bout de bonhommes de neige en ski. Mais la pire des conséquences est encore à venir, car s'il y a bien un homme qui a suivi de près ce conflit, c'est bien l'un des plus grands dictateurs de tous les temps. Et vous entendrez sa véritable voix dans la prochaine vidéo qui sera consacrée au second round entre la Finlande et l'URSS. En attendant, vous pouvez vous abonner à la chaîne, partager la vidéo, laisser un petit like et me donner un petit pourboire sur Tipeee. Allez, ciao!